Vous arrive-t-il parfois de vous sentir comme un poisson hors de l'eau dans votre propre vie? C'est un peu comme être un éléphant dans un magasin de porcelaine où chaque mouvement semble provoquer une catastrophe monumentale. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que vous n'êtes certainement pas seul. La quête de l'harmonie est une aventure qui dure toute une vie et il n'y a aucune raison de désespérer. Mais devinez quoi? Il existe une voie pour nager dans votre propre existence comme un poisson dans l'eau, et cette voie porte le nom de Tao. Explorons le taoïsme, l'un des piliers fondamentaux de la pensée chinoise, aux côtés du confucianisme et du bouddhisme. Le taoïsme est une combinaison unique de sagesse, de religion et de philosophie qui a imprégné la culture chinoise de l'ancien temps à nos jours. Les textes fondateurs de cette tradition sont le Dao De Jing, attribué à Lao Tzu, et le Zhuangzi, une collection de textes attribués à Chuang Tzu. Ces écrits, au-delà de leur excellence littéraire, renfermant des trésors de sagesse qui ont inspiré de nombreux courants de pensée en Extrême-Orient, découvrons ensemble 8 règles de vie que vous pouvez tirer du taoïsme pour cultiver l'harmonie dans vos vies. 1. Trouvez la parole juste. Selon la conception taoïste, ménager ses paroles est un moyen de préserver son énergie vitale. Il est essentiel d'apprendre à affiner la justesse de notre expression. Elle implique de se libérer des illusions de l'ego. La puissance de la parole est mise en évidence par un passage célèbre de la Bible. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Prologue de l'Évangile selon Jean. Les mots exercent une influence considérable sur notre vie. Certains affaiblissent, tandis que d'autres renforcent. Les paroles les plus puissantes sont celles que nous prononçons envers nous-mêmes, car elles créent notre propre réalité. Chacun est le produit de ses propres croyances. Les mots donnent vie à la réalité que nous habitons. Parler revient à semer des graines qui par la suite fleuriront dans le monde pour façonner la réalité dans laquelle nous évoluons. Ainsi, nos paroles revêtent une dimension prophétique, impactant significativement le monde et la réalité qui nous entoure. Il est donc préjudiciable de se focaliser sur les échecs ou les expériences négatives. À travers les mots que nous utilisons, nous avons le pouvoir de créer notre destinée. 2. Pratiquer la méditation. En la pratique du taoïsme, la méditation occupe une place centrale en tant qu'outil puissant pour cultiver l'harmonie intérieure et favoriser l'alignement avec le Tao, la voie universelle. Contrairement à certaines formes de méditation qui mettent l'accent sur la concentration ou la suppression des pensées, la méditation taoïste encourage souvent une approche plus souple. L'objectif n'est pas de lutte contre les pensées, mais plutôt de les observer avec détachement, laissant l'esprit trouver naturellement son équilibre. Les conseils pratiques incluent la recherche d'un lieu calme, la posture confortable et détendue, et la respiration profonde pour ancrer le moment présent. Intégrer des visualisations en lien avec la nature et le flux du Tao peut également enrichir la méditation taoïste. La constance dans la pratique est essentielle et il est utile de commencer par des sessions courtes en prolongeant progressivement la durée au fil du temps. La méditation taoïste offre ainsi une voie vers la tranquillité intérieure et l'alignement avec le flux naturel de l'existence. La philosophie taoïste nous guide vers une harmonie avec les cycles de la vie en prônant l'évitement des excès et la cultivation de l'action juste. Ce principe s'exprime dans la prévention des extrêmes, incitant à trouver l'équilibre au sein de polarités. Par exemple, au lieu de succomber à la prodigalité ou à l'avarice, la voie taoïste nous encourage à cultiver la générosité, trouvant ainsi une juste mesure entre l'abondance et la retenue. De même, plutôt que de se laisser emporter par la lâcheté ou une témérité excessive, le taoïsme préconise la cultivation du courage, établissant ainsi un équilibre entre la prudence et l'audace. Selon les préceptes taoïstes, il est fondamental de rechercher la justesse dans notre relation au monde, évitant les extrêmes pour embrasser la voie médiane, où la sagesse et l'équilibre émergent comme guide de notre parcours dans la vie. En suivant cette voie,
nous pouvons nous harmoniser avec les flux naturels de l'existence. Écoutez les oiseaux chanter. Dans nos vies trépidantes, nos esprits sont souvent captivés par le tumulte mental, entraînant parfois une déconnexion de notre environnement et engendrant divers désordres. Les oiseaux, dans cette perspective, revêtent une signification particulière en tant que symbole des liens entre le ciel et la terre. Selon la tradition taoïste, les oiseaux représentent les dieux immortels, libérés des contraintes terrestres, symbolisant la vélocité de l'esprit et la liberté inhérente. Dans la pratique du Qigong de santé, l'inspiration animale trouve son expression dans le jeu des 5 animaux, et l'enchaînement inspiré de la grue vise à émuler l'adresse et l'agilité de cet oiseau gracieux. Les chants des oiseaux, quant à eux, se présentent comme une invitation à renouer avec notre essence profonde et à nous reconnecter à nous-mêmes. Ils représentent une initiation à l'ancienne sagesse taoïste, offrant une opportunité précieuse de trouver l'harmonie entre ciel et terre. Prenez donc le temps de savourer le chant des oiseaux, car il constitue une source d'inspiration formidable pour rétablir un sens d'harmonie dans votre existence. Dans la perspective taoïste, la diététique occupe une place primordiale parmi les méthodes de préservation de la vitalité. L'alimentation est considérée comme indissociable de son environnement, du ciel et de la terre, afin de favoriser la santé de l'individu. Contrairement à la conception occidentale de la diététique axée sur la privation, la diététique taoïste adopte une approche positive et naturelle, s'intégrant harmonieusement à la vie quotidienne. Selon cette philosophie, les aliments possèdent une qualité énergétique et il revient à chacun d'ajuster son régime alimentaire en fonction de son propre terrain énergétique. Quelques principes diététiques émergent pour favoriser la santé. Respecter le cycle des saisons en privilégiant les produits de saison par rapport aux articles souvent dénaturés des supermarchés. Favoriser la consommation de produits locaux. Privilégier des aliments de qualité, naturels, sains et vivants. Adapter son alimentation aux besoins spécifiques de son organisme. Et enfin, opter pour une alimentation harmonieuse et équilibrée. Ces principes reflètent l'idée taoïste de vivre en accord avec les flux naturels pour cultiver la santé et la vitalité. Selon la vision taoïste, la gestion des émotions est cruciale pour maintenir une bonne santé. Certains individus sont souvent submergés par des émotions négatives telles que la colère, la peur, l'inquiétude ou la tristesse. Et ces énergies néfastes peuvent avoir un impact direct sur la vitalité et même entraîner des maladies. Dans la Chine ancienne, les maîtres taoïstes avaient une compréhension profonde du pouvoir énergétique du sourire. Le sourire intérieur était l'une de leurs pratiques énergétiques visant à favoriser la circulation du qi, ou énergie vitale, pour promouvoir la santé, le bonheur et la longévité. L'acte de se sourire à soi-même était considéré comme un bain d'amour aux propriétés curatives capables de guérir des blessures intérieures et de renforcer la vitalité. Cependant, en développant une amitié avec notre corps, en étant attentif à ces messages subtils, nous pouvons favoriser notre santé et renforcer notre vitalité. Cela nécessite une écoute attentive et une réponse bienveillante envers les besoins de notre être intérieur, un aspect souvent négligé dans notre quête de bien-être. 7. Laissez-vous agir. Centrer son esprit sur le futur ou le passé engendre inquiétude et anxiété, générant des énergies négatives susceptibles de conduire à une forme d'immobilisme. Lorsque nous sommes absorbés par nos propres préoccupations, notre capacité d'action dans le monde s'en trouve entravée. Cultiver une attitude de paix envers soi-même et d'altruisme libère de l'inquiétude en ouvrant notre cœur, créant ainsi la possibilité d'agir avec justesse dans le monde. La notion de non-agir, ou Wu Wei en chinois, occupe une place significative dans le taoïsme, notamment exposée par Lao Tzu dans le Tao Te Ching. Elle a été interprétée de diverses manières et a même été adoptée comme principe de gouvernement idéal, marquant l'influence telle que le trône de nombreux empereurs chinois arborait un panneau de laque portant l'inscription Wu Wei.
Il est important de souligner que le Wu Wei ne prône pas une attitude passive ou attentiste, mais plutôt un alignement de l'action sur le ordre cosmique originaire, le mouvement naturel de la nature. En définitive, cette notion nous pousse à réexaminer notre relation au monde. Contrairement à la tendance occidentale de précipiter nos actions et de forcer le cours des choses, la philosophie taoïste nous enseigne à agir en harmonie avec la nature, à suivre la voie du Tao. Elle nous encourage à abandonner les fantasmes de l'ego pour nous poser une question plus fondamentale, celle de notre place dans l'univers. En embrassant le Wu Wei, nous découvrons une approche plus équilibrée et réfléchie de notre interaction avec le monde qui nous entoure. 8. Sourire. La pratique du sourire intérieur, issue du taoïsme, constitue une ancienne technique de visualisation focalisée sur différentes régions du corps. Cette pratique engendre une énergie de guérison profonde, contribuant à réduire le stress. Mais comment une simple pratique de visualisation peut-elle influencer le fonctionnement de l'organisme? Selon la conception taoïste, le thymus est considéré comme le siège de l'amour, du qi, énergie vitale, et de la force vitale. Il est également associé à l'illumination supérieure. Lorsque nous sommes soumis à un stress émotionnel intense, le thymus est impacté. Selon les études du docteur John Diamond dans son livre « Your Body Doesn't Lie », votre corps ne ment pas. Le thymus est responsable de la production de cellules T qui identifient et éliminent les cellules anormales. La prolifération de cellules anormales accroît les risques de cancer, sauf si les cellules T sont activées par l'hormone du thymus. Ainsi, le thymus joue un rôle crucial dans la prévention des risques de cancer à l'âge adulte. Selon la sagesse taoïste, le sourire intérieur favorise la production d'énergie vitale par les organes. Cette pratique contribue à assouplir et à humidifier les organes, améliorant ainsi leur efficacité. Selon le maître taoïste Mantak Chia, la pratique du sourire intérieur commence par les yeux, en lien avec le système nerveux autonome, régulant l'action des organes et des glandes. Les yeux sont les premiers récepteurs des signaux émotionnels et en relaxant les yeux, il est possible de détendre le corps et de réduire le stress. Ainsi, la pratique du sourire intérieur offre une approche holistique pour cultiver la santé physique et émotionnelle. Chers amis de la chaîne, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude à chacun d'entre vous. Votre présence sur ma chaîne et le temps que vous consacrez à regarder mes vidéos ont une signification bien plus profonde que de simples statistiques. C'est extraordinaire de voir cette communauté grandir, de lire vos retours et de savoir que mes vidéos résonnent avec vous. Merci du fond du cœur. Passons maintenant à la vidéo. La méditation est subdivisée en différentes catégories et chacune a des objectifs spécifiques. La méditation taoïste traditionnelle se divise, elle, en 3 catégories: la santé, la reconnexion spirituelle et la relaxation. Du point de vue de la santé, il existe toute une branche d'exercices de concentration et de visualisation taoïste visant à purifier les canaux mentaux et physiques du corps en vue de la purification et du rajeunissement. La deuxième catégorie de méditation est le guidage spirituel, où l'on doit méditer fréquemment, voyageant vers une autre dimension, pour établir une relation notre intérieur, pour éclairer notre existence quotidienne, nos luttes philosophiques ou simplement pour nous aider à favoriser l'adaptation et la familiarité avec d'autres dimensions de la vie. La troisième catégorie de la méditation est le voyage métaphysique, une forme de relaxation et de divertissement. Alors que les méditations de purification et d'esprit guide sont sérieuses et très structurées avec des exercices mentaux particuliers et une concentration spécifique, la méditation de voyage a une forme libre et est utilisée comme un type de relaxation où l'on peut visiter, se déconnecter pour quitter le temps d'un instant notre univers réel et tangible. Lors de l'expérience de la méditation de voyage, le phénomène de pliage du temps est courant où il peut sembler que l'on a erré dans les royaumes métaphysiques pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. La plupart des Américains décriraient la méditation comme le fait de s'asseoir
dans une position détendue, de penser à des pensées agréables et peut-être de réciter des chants. En bref, il voit la méditation comme rien de plus que du divertissement mental. Les pensées agréables d'un esprit errant peuvent en effet être relaxantes, mais il en va de même pour regarder un film, lire un livre ou écouter de la musique. Alors, qu'y a-t-il à gagner de ce genre de loisirs oisifs? L'une des catégories de la méditation est le divertissement. La valeur du divertissement que la méditation apporte réside dans l'idée de la détente et dans une certaine mesure. Elle aide aussi la circulation du chi, bien que la méditation de divertissement ne soit pas aussi efficace que la guérison ou la méditation de guidage. La méditation, ou le qigong mental, est plus précisément décrite comme un exercice de concentration qui utilise des techniques de visualisation pour atteindre des objectifs spécifiques. Elle utilise un processus discipliné d'imagerie mentale pour obtenir des résultats pratiques. La discipline est la clé. Il n'est pas divertissant de rester assis pendant des heures, forçant l'esprit à se concentrer sur des images spécifiques tout en l'empêchant de vagabonder vers d'autres pensées concurrentes. En effet, la méditation est une visualisation concentrée et c'est certainement un travail. Bien qu'il existe de nombreuses formes de qigong mental, les deux plus importantes sont la méditation du vide et la méditation du brûlage. La méditation du vide enseigne à l'esprit à ne pas penser et ainsi à se débarrasser des pensées, tandis que la méditation du brûlage brûle le stress de la vie quotidienne. Les deux techniques utilisent l'acuité mentale pour ouvrir les canaux de chi de l'individu. Le nettoyage mental est doublement important car ses bienfaits s'étendent au-delà du cérébral jusqu'au cœur des maladies psychosomatiques. Contrairement à son homologue occidental, la médecine orientale affirme catégoriquement que la plupart des maladies peuvent être attribuées à des déséquilibres physiques déclenchés par des dysfonctionnements mentaux. De manière empirique, la plupart des profanes ont constaté que cela était vrai, notant que leur susceptibilité au rhume augmentait pendant les périodes de stress. Tout simplement, le stress réduit le système immunitaire du corps. Les méditations du vide et de brûlage commencent toutes deux avec le pratiquant assis sur une chaise à dossier droit, les deux pieds posés à plat sur le sol. Méditer sur une chaise est considéré comme approprié pour les Américains car, contrairement à leurs homologues asiatiques, ils ont l'habitude de s'asseoir sur des meubles. Et pour des raisons liées à la seule héritage culturel, les Asiatiques méditent assis par terre dans une position où ils sont les plus à l'aise. Il est important de noter que, contrairement aux bouddhistes qui adoptent la position du lotus, les taoïstes classiques ne croisent pas les jambes pendant la méditation. Cette nuance en apparence mineure a des implications importantes pour le flux du chi. Le taoïsme considère le corps humain, pris entre la terre et les cieux, comme un conducteur de chi. Il est donc vital que le pratiquant aligne correctement son corps pour permettre au chi de circuler de manière optimale. La position jambes non croisées facilite cette exigence. Le chi cosmique prend son origine dans les cieux, traverse la tête du taoïste, descend le long de ses canaux et, d'un tir droit, pénètre dans la terre par ses pieds. La vision bouddhiste, en revanche, est que le chi devrait être préservé et recirculé à l'intérieur de l'individu. Par conséquent, les bouddhistes croisent leurs jambes pour configurer leurs canaux de manière circulaire. Il est intéressant de noter que les croyances philosophiques fondamentales du système se reflètent si profondément dans la position assise qu'il prescrit pour la méditation. Les principes de Lao Tse, consacrés à l'interaction avec le monde environnant plutôt qu'à un repli intérieur, poussent le taoïste à cultiver l'échange de son chi individuel avec celui de l'environnement environnant. Par conséquent, la position méditative taoïste est celle qui ouvre les canaux du pratiquant à l'environnement extérieur. Une fois que le taoïste est assis confortablement, il commence à éteindre son esprit. Classiquement, il commence par fixer une bougie allumée pendant un court laps de temps, permettant à l'esprit et au corps de s'installer dans le processus méditatif. Lorsqu'il est prêt, le praticien ferme les yeux et s'imagine, avec sa chaise et sa bougie,
sur une plage paisible, avec les vagues de l'océan qui s'écrasent devant lui. À ce stade, le pratiquant commence à détendre pleinement son corps. C'est plus difficile que cela ne paraît, car le corps humain est rarement détendu. Même pendant le sommeil, il se tend et se tortille, bouge constamment et roule sans cesse. Il ne faut que plusieurs heures chaque semaine de relaxation profonde réalisable uniquement par la méditation pour lutter contre la tension persistante et améliorer significativement la circulation du chi. Lao Tzu encourage cet effort en mettant en garde. Quand le corps est maintenu en perpétuel mouvement, il devient fatigué. Le praticien détend totalement le corps en progressant systématiquement à travers lui, un muscle à la fois. Il commence par le gros orteil gauche, lui commande de se détendre, puis continue sur le côté gauche du corps. En continuant de manière similaire sur le côté droit du corps, il termine avec le gros orteil droit. Chaque muscle du corps, y compris ceux du visage et du cuir chevelu, doit être complètement détendu avant de passer au suivant. Si le praticien n'est pas sûr que le muscle est vraiment détendu, il peut le tendre et le détendre immédiatement. En éprouvant la sensation de contraction contrastée, le praticien peut comprendre et atteindre la détente. Si, après avoir terminé un cycle de détente, le praticien ne se sent pas suffisamment détendu, le processus doit être répété. Une fois que le corps est complètement détendu, il est temps d'éliminer les flux de pensées intrusives qui le harcèlent. Son esprit confus et calculateur perturbe constamment sa tranquillité avec des millions de pensées. Et ces intrus mentaux sont étonnamment difficiles à arrêter. Il est essentiel pour l'hygiène mentale d'accomplir cela grâce à la méditation du vide, ou chant. Malheureusement, l'art de ne pas penser est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, nécessitant soin des années d'éculture. Ironiquement, plus on s'inquiète de ne pas penser, plus cela devient difficile. La clé pour éliminer les pensées indésirables n'est pas d'essayer de les arrêter complètement, mais plutôt de simplement les laisser partir lorsqu'elles apparaissent inévitablement. Lorsque des pensées entrent dans son esprit, le pratiquant ne se permet pas de s'attarder sur une en particulier. Au lieu de cela, il les laisse passer. Il accueille chacune d'elles avec le salut plus tard et les repousse. À l'instar d'une tasse sans fond, son esprit devrait permettre aux pensées, comme l'eau, d'entrer et de passer sans entrave. Les pensées viennent, mais partent immédiatement. Pendant la période de méditation, les pensées n'ont pas de domicile et sont ainsi rendues sans conséquence. À mesure que l'esprit du pratiquant se calme, les pensées apparaissent moins fréquemment, voire s'arrêtent complètement, et la visualisation de la bougie et de la plage devient plus claire. Le corps détendu peut se sentir soit étonnamment lourd, soit léger et invariablement comme une masse détendue, plutôt qu'une collection de membres et d'organes. Toute perception du temps est perdue. Les heures passent comme des minutes. Une fois cet état méditatif atteint, il est temps de traiter le stress accumulé de la vie quotidienne grâce à la méditation de brûlage. Il existe de nombreuses formes de Qigong mental, mais toutes partagent un protocole commun. Le pratiquant visualise le stress comme de la saleté noire ou du goudron piégé dans tout le corps. Il imagine ensuite aspirer de la lumière dorée dans son corps à partir de différentes sources. Sur une période d'1 à 2 heures, le méditant aspire continuellement la lumière dorée, expulse la saleté du stress et la brûle. En répétant ce cycle, l'esprit traite les effets nocifs du stress jusqu'à ce que la saleté visualisée soit complètement expulsée et que le brûlage ne soit plus nécessaire. Tout comme un baigneur quitte la baignoire une fois qu'il a été frotté propre, le méditant peut maintenant terminer la séance avec un esprit rajeuni grâce au nettoyage mental. Il se sent rafraîchi, ayant pris une action concrète qui peut être ressentie immédiatement, tout comme Chuang Tzu le prescrivait explicitement, en recommandant le calme comme contrepoison contre la nervosité. Il y a des milliers d'années, d'une manière aussi pertinente dans l'Amérique d'aujourd'hui qu'elle l'était dans la Chine ancienne. Il encourageait les taoïstes à utiliser un tel nettoyage mental. Étonnamment, ce processus continu d'utilisation de la lumière dorée pour expulser et brûler le stress est un outil puissant
pour faire face aux dommages psychosomatiques du stress. Les blocages du système méridien formés par le stress sont détruits par la méditation de brûlage. Cette méthode pratique améliore le flux de chi et permet au système immunitaire de fonctionner plus efficacement. Il est clair que la praticité du nettoyage du canal mental et du soulagement du stress est une procédure cruciale qui doit être effectuée régulièrement pour la santé mentale et physique et la clarté. Dans le monde moderne, nous comparons sans arrêt le temps à l'argent. Au cours du dernier siècle, les progrès dans la technologie des télécommunications et des transports nous ont permis d'économiser beaucoup de temps. Ironiquement, nous nous retrouvons plus occupés que jamais. Nous sommes pressés d'accomplir de plus en moins de temps. Le résultat est que nous sommes toujours pressés et n'avons pas le temps de profiter de la vie. Cette culture de la hâte nous coûte notre santé et notre bonheur en produisant un stress inutile. Si vous souhaitez apprendre la patience, cette leçon va devenir intéressante. Pour comprendre la patience, il est préférable de d'abord comprendre l'impatience. La patience est l'une des qualités les plus difficiles pour moi à embrasser. Le troisième principe du taoïsme met l'accent sur le cycle de la vie, notant que la nature ne se presse pas. Pourtant, tout est accompli. Le taoïsme souligne le modèle de 24 heures du jour et de la nuit, les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et le cycle de vie de la naissance à la mort. Cette approche cyclique est importante à rappeler lorsque les choses deviennent mouvementées. L'impatience signifie que vous êtes en mouvement et que vous ne prêtez pas attention à ce qui vous entoure. Être impatient, c'est aller à contre-courant et être constamment décalé. Le problème avec la patience, c'est qu'elle n'est pas une définition statique. Malgré ce que le dictionnaire vous dit de persévérer tranquillement et régulièrement, en attendant plus de détails, elle change toujours par rapport à ce contre quoi vous travaillez. Si vous essayez de forcer la patience à suivre un rythme standard, vous échouerez la plupart du temps. Si vous décidez d'apprendre la patience dans le vide, par vous-même, vous ignorez ce qui vous entoure. Vous serez toujours désynchronisé et vous sentirez impatient. Les gens pensent que la patience est le but. Ce n'est pas le cas. C'est plutôt un style et un outil pour nous connecter au monde qui nous entoure. Les gens pensent qu'être patient signifie laisser le monde vous rattraper. Mais être patient, c'est vous permettre de rattraper le monde. Et parfois, vous devez bouger rapidement pour rester à la hauteur. Apprendre à faire une pause est une partie importante de la patience. Faire une pause n'est pas la même chose qu'attendre, et la patience n'a rien à voir avec l'attente. Apprenez tout sur le rythme. Chronométrez-vous pour travailler avec plus d'un processus autour de vous. Comme le monde autour de vous est en mouvement, en évolution, et que chacun est différent, la patience nécessite flexibilité et minutage. Parfois, allez lentement pour laisser tout se mettre en place. Parfois, avancez avec certitude et permettez à tout de vous rattraper. La patience consiste à ajuster votre rythme à l'essence présente. Si vous voulez apprendre la patience, ne vous laissez pas tromper par l'attente. Pratiquez plutôt la pause dans la conscience et connectez-vous à la fois à vous-même et à la vie qui vous entoure. La patience consiste à se connecter au monde qui vous entoure. Vous n'êtes pas patient si vous traînez ou êtes traîné par le monde. Vous êtes patient si vous ajustez votre rythme aux connexions et aux motifs qui vous entourent. Comment puis-je retrouver ma patience? L'impatience représente également le désir d'agir. L'impatience représente le potentiel accumulé à l'intérieur d'une personne, essayant de la pousser vers un endroit plus naturel. Lorsque vous êtes dans un état d'impatience, fermez les yeux, écoutez votre potentiel intérieur. Libérez lentement vos actions et avec un guidage intérieur, utilisez votre impatience comme une force pour stimuler des actions créatives. Commencez par de petits pas. Si vos actions sont interrompues par des influences extérieures, abandonnez ces petites actions et essayez différentes actions. Ne forcez pas. Si vos actions déviennent, alors vous poussez trop fort et réduisez l'intensité de vos actions. Cependant, une fois que vos actions plus petites sont soutenues par des événements extérieurs ou qu'elles progressent de manière ininterrompue et correcte,
ajouter plus d'énergie à ses actions en utilisant un soutien externe supplémentaire. Commencez avec environ 60% d'actions, juste assez pour avancer. Pour information, 50% d'actions signifie simplement maintenir le statu quo. Moins de 50% représente la dépression et la décadence. Il y a une fine ligne quant à la force que vous placez dans l'action pour surmonter l'impatience. Découvrir que la sagesse réside dans la patience. Mais l'impatience peut également servir d'outil pour explorer le potentiel intérieur qui se construit en chacun de nous. Avec le temps, un taoïste apprend à retenir de plus en plus de potentiel, permettant une plus grande patience dans ses actions et des exploits apparemment plus étonnants. Gardez à l'esprit que vous devez toujours surfer sur une vague pour apprendre à surfer sur les potentiels qui surgissent dans votre vie. Pour surfer sur les grandes vagues, commencez d'abord par surfer sur les petites vagues pour acquérir de l'expérience et de l'habileté dans vos actions. Ainsi, l'impatience représente souvent un mauvais timing, tandis que la patience représente un bon timing. Nous devons pratiquer avec nos actions plus petites pour apprendre le bon timing, comme nous le montre l'exemple du surf. Avoir de la patience signifie également avoir joué avec l'impatience pour apprendre à se déplacer en toute sécurité avec nos actions dans la plage de potentiel que nous vivons chacun. La patience et l'impatience peuvent travailler en tandem l'une avec l'autre pour nous compléter en tant qu'êtres humains réalisés. La patience de la montagne. La patience dans le taoïsme consiste à embrasser pleinement l'espace vide. Cela nécessite une vie entière. La douleur, les problèmes et les préoccupations pressantes de l'extérieur forcent la question de la patience. J'enseigne la patience avec bienveillance. Je sais que bien des enseignements du taoïsme prennent 10, 20, 30, voire plus, d'années pour être maîtrisés, ce que la plupart des gens n'ont pas la patience d'adopter dans ce style d'exploration. Alors je mélange les enseignements taoïstes par couches, de manière à ce qu'il soit possible de commencer à apprendre, d'avoir quelques avancées clés plus petites au début, pour soutenir le processus à plus long terme de transformation intérieure. Il ne s'agit pas de guérir tous ces problèmes d'un coup. Le faire créerait un vide dans son espace intérieur, un vide que les gens auraient tendance à combler inconsciemment en se précipitant pour le remplir de nouveaux problèmes. Avoir une guérison miraculeuse, avoir une solution magique, faire disparaître toutes les douleurs et les aspérités de la vie, d'un coup signifierait ne pas vivre vraiment ou pleinement sa vie. La patience consiste à vous permettre de travailler sur plusieurs aspects de la vie à la fois. Ne forcez pas une seule solution pour tout dans la vie. Il est très facile dans la culture moderne, notre culture impatiente, de médicamenter ou de suivre les autres de cette manière, téléviser sa vie. C'est un choix qui élimine la vue de l'étendue de votre vie. Tous les taoïstes vivent sur la montagne, et cette montagne, c'est votre vie. La vraie question est, êtes-vous piégé dans des réponses rapides et revivant éternellement les mêmes erreurs à la manière de Sisyphe? Ou avez-vous la patience d'explorer la vie pour la vivre et l'accomplir avec votre exploration dans l'émerveillement? À partir de ce point, il est possible de donner à la conversation de nombreuses directions intéressantes. L'essentiel est de l'emmener là où vous trouvez votre émerveillement, d'avoir la patience d'accomplir votre vie. Enfin, certaines personnes peuvent penser que parce que notre vie est la montagne, cela signifie que le tour de magie est de vivre au sommet ou près du sommet de la montagne, et non en dessous. Ce n'est pas le cas. Notre vie en tant que montagne offre de nombreuses options sur la manière d'approcher son exploration au fil du temps. Pour certains, il s'agit de l'ascension. Pour certains, il s'agit de la vue. Pour certains, il s'agit littéralement d'être la montagne. Pour certains, il s'agit de l'érosion, du lâcher-prise. Pour certains, c'est un volcan de colère. En fonction de l'endroit où vous êtes, vous expérimentez une partie différente de cette montagne. Pour certains, il s'agit des tempêtes qui balayent les flancs. Pour certains, il s'agit d'être au-dessus des nuages de l'attachement et de l'illusion. Dans les parties ultérieures de la pratique, il s'agit d'être la montagne à chaque instant,
à chaque endroit de l'expérience. Dans les parties ultérieures de la pratique, c'est quelque chose d'autre encore. Nous sommes tous de la montagne. Ce que signifie la patience, c'est être capable d'explorer cette montagne de la vie, avec plus d'une approche et avec plénitude. Prendre également le temps de se reposer, ou parfois de faire une pause, puis changer la façon dont nous nous déplaçons autour de notre montagne de la vie. C'est une sorte d'amour, n'est-ce pas? Comment la tasse tient le thé? Comment la chaise se tient robuste et carrée? Comment le sol reçoit les dessous des chaussures ou des orteils? Comment les semelles des pieds savent où elles sont censées être? J'ai réfléchi à la patience des choses ordinaires, comme les vêtements. Attendre respectueusement dans les placards, et le savon sèche silencieusement dans le plat, et les serviettes boivent l'humidité de la peau du dos et la belle répétition des escaliers. Et qu'y a-t-il de plus généreux qu'une fenêtre? Avec tout ce qu'il se passe, des mondes au sein de mondes demandant notre attention, il peut parfois sembler impossible de trouver ces quelques moments dont vous avez besoin pour passer du temps où vous pouvez simplement vous détendre, vous asseoir et être immobile. Compréhensiblement, trouver la paix est quelque chose que beaucoup recherchent tout au long de leur vie. La paix intérieure fait référence à un sentiment de tranquillité et de repos qui vient de l'intérieur. La liberté des perturbations ou la tranquillité. En utilisant cette définition, la paix intérieure est une forme de tranquillité intérieure qui n'est pas perturbée par des troubles. Dans les traditions spirituelles, les perturbations sont souvent des mouvements de l'esprit, le genre de pensées intrusives ou d'émotions difficiles que nous rencontrons souvent dans notre vie quotidienne. Une grande partie des écoles de pensée telles que le bouddhisme et le taoïsme se concentrent sur des pratiques qui cultivent la paix intérieure. En particulier, l'enseignement central du Bouddha des quatre nobles. Vérité affirme que toute l'existence humaine est une souffrance ou dukkha. La souffrance, d'autre part, est causée par l'attachement, soit par aversion, soit par désir. Plus nous nous attachons à nos biens, réalisations et même aux personnes, plus nous sommes éloignés de notre vraie nature. Le taoïsme et le bouddhisme nous enseignent tous deux que rien dans le monde matériel ne nous apportera jamais une satisfaction profonde. Tout est impermanent. Cela change constamment. Tout comme nos désirs, pensées, préférences et aversions. Si nous pouvons apprendre à suivre cette impermanence et à nous y rendre, comme le Tao Te Ching nous enseigne, nous atteindrons la paix intérieure. La paix intérieure est donc atteinte par la pratique du détachement. Le détachement est une qualité de la conscience, l'arrière-plan du mouvement constant de l'esprit et du corps. Il peut être le cœur d'une personne résiliente et d'une psychologie positive, et peut conduire à un résultat plus positif et à une meilleure vie. Le Bouddha pointait vers ce qui est non conditionné, non soumis à la naissance et à la disparition, et donc une base plus fiable pour le bonheur durable et la paix intérieure. Par exemple, le champ de la conscience est effectivement non conditionné. Les expériences changent, mais la conscience est stable. Souvent, nous pensons à la paix comme l'absence de guerre. Cela se reflète dans la paix intérieure. À quelle fréquence sommes-nous en guerre avec nous-mêmes? À quelle fréquence le critique intérieur cause-t-il de l'harmonie pour notre paysage intérieur? La paix intérieure est un processus d'équilibre émotionnel et d'équanimité, une manière de trouver une stabilité intérieure face aux changements constants. La définition bouddhiste de la paix intérieure implique la liberté de la souffrance et le sentiment de sérénité qui vient de l'acceptation et de la compassion envers tous les phénomènes éphémères. Ces phénomènes éphémères incluent le bonheur, d'où la nature contre-intuitive de la recherche de la paix intérieure. Il y a une raison pour laquelle la paix intérieure est ancrée dans la sagesse religieuse ou philosophique. Sa nature est difficile à comprendre avec l'intellect seul. Atteindre la paix intérieure n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une pratique incarnée. Le Tao décrit comment, comme la nature, on devrait être en équilibre, en harmonie et simple. Le verset 37 du Tao Te Ching cite comment les gens seraient satisfaits de leur vie simple et quotidienne, en harmonie et libres de désir.
quand il n'y a pas de désir, toutes choses sont en paix. La vision du monde taoïste est enracinée dans une observation étroite des motifs de changement qui existent dans le monde naturel. Lao Tzu préconise de vivre naturellement et librement comme vous êtes vraiment, plutôt que comme on vous dit d'être. Nous sommes tous un avec le Tao, donc suivre le flux du Tao signifie être naturel, observer la simplicité et la non-action ou la non-ingérence au lieu d'agir par l'ego et le désir. Vivre en accord avec le Tao au niveau personnel se propage dans le monde dans lequel nous vivons, car tout ce qui existe entre le ciel et la terre émane de la même étoffe de l'existence. Le Tao est une symphonie dans laquelle nous sommes chacun un instrument, et être naturel signifie jouer les notes en harmonie avec la musique de l'univers. Le Tao Te Ching ne présente pas d'instructions ou de techniques spécifiques pour devenir ce qu'il appelle un Shengren, un sage qui a réalisé le Tao. Cependant, il décrit comment un sage se comporte. Par exemple, il affirme qu'on ne devrait pas forcer les choses, mais plutôt être tranquille, n'avoir aucun désir, se comporter naturellement et vivre simplement. Cela affectera à son tour l'environnement social et politique du sage. Les paroles du Tao Te Ching sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus de 2000 ans, et elles peuvent être mises en pratique dans nos vies modernes. Les pratiques suivantes sont issues du grand sage taoïste Lao Tzu, afin de cultiver la paix intérieure. Une chose importante à garder à l'esprit est la respiration et la recentration. Pouvez-vous équilibrer votre force vitale et embrasser l'un sans séparation? Pouvez-vous contrôler votre respiration doucement, comme un bébé? Pouvez-vous clarifier votre vision sombre sans tache? Le Tao Te Ching affirme que l'autoculture entraînera la paix intérieure et la paix dans la société. L'autoculture taoïste se manifeste dans sa profusion de formes de méditation et de Qigong, des pratiques qui focalisent notre conscience sur notre respiration et le flux de Qi ou d'énergie vitale à travers nos corps. Ces techniques sont basées sur les théories présentées dans le Wangdi Jing, le classique interne du Jaune Empereur, qui est un ancien texte chinois traité comme la source doctrinale fondamentale de la médecine chinoise. L'idée fondamentale du Qigong et de la médecine chinoise, acupuncture et herboristerie est que le QI équilibré et fluide entraîne la santé, tandis que le QI stagnant ou déséquilibré conduit à la maladie. Cela est vrai non seulement au niveau du corps humain, mais aussi en termes de paysages naturels, montagnes, rivières, forêts et de structures fabriquées par l'homme, maisons, immeubles de bureaux et parcs. De la même manière qu'un acupuncteur diagnostique des déséquilibres énergétiques et travaille à rétablir le QI fluide dans le corps humain, de même, le praticien de Feng Shui perçoit des déséquilibres énergétiques dans les paysages naturels ou fabriqués par l'homme, puis applique diverses techniques pour remédier à ces déséquilibres. Dans les deux cas, l'objectif est d'établir un flux d'énergie plus ouvert dans l'environnement interne ou externe particulier et par conséquent d'atteindre la paix intérieure et éventuellement de reconnaître notre unicité avec le Tao. Vous pouvez commencer à cultiver la santé en vous concentrant sur votre respiration. Embrasser l'unité sans séparation signifie unifier et harmoniser votre esprit et votre corps afin que vous puissiez vous connecter à votre esprit, qui est votre lien direct avec le Tao. Lorsque vous êtes dans un état stressant, votre respiration devient rapide et superficielle, et votre rythme cardiaque s'accélère. Une respiration rapide et superficielle rend plus difficile le travail de vos poumons, qui consiste à fournir à votre corps de l'oxygène et à éliminer les déchets et les toxines de votre circulation sanguine. La privation d'oxygène permet à ces toxines de s'accumuler dans votre corps, sollicitant votre système immunitaire. Une mauvaise alimentation en oxygène peut conduire au vieillissement prématuré et à la perte de vitalité, et est liée à une augmentation des crises cardiaques et des AVC. Lorsque vous pratiquez la respiration méditative, visualisez chaque muscle et chaque cellule de votre corps se détendre et se relâcher à chaque expiration.
À chaque inspiration, visualisez votre corps se remplir de vitalité et d'énergie. Moins, c'est plus, la vie simple. Poursuivez la connaissance, gagnez quotidiennement. Poursuivez le Tao, perdez quotidiennement. Perdez et perdez à nouveau, arrivez à la non-action. Ceux qui cherchent le Tao n'utilisent ni les oreilles ni les yeux. Ils regardent à l'intérieur, pas à l'extérieur. De cette manière, la recherche de la perte est meilleure que le gain, car la vraie connaissance n'a aucun lien avec ce que vous avez appris ou réalisé dans le monde extérieur. La vraie connaissance vient du fait de rester immobile et d'observer le soi. La sagesse vient avec la capacité d'être immobile. Regardez et écoutez simplement. Rien de plus n'est nécessaire. En restant immobile, en regardant et en écoutant, vous activez l'intelligence non conceptuelle en vous. Laissez la quiétude diriger vos paroles et vos actions. Avez-vous remarqué comment les idées les plus sages et les épiphanies les plus significatives ont tendance à émerger dans le calme ou le silence? Le Tao critique peut être bruyante et intrusive, ajoutant au chaos. Mais la voix de la sagesse porte avec elle un sentiment de sérénité et de calme. C'est l'intelligence non conceptuelle. Trouver la paix intérieure est important car elle vous connecte à vous-même, à la nature et aux autres de manière profonde. Le chaos constant et la réactivité vous maintiennent dans d'anciens schémas de pensée et des boucles comportementales. C'est dans le calme que vous pouvez repérer ces schémas et faire des choix différents. Retourne à l'infantile. Retourne au bloc non taillé. Retourne à la simplicité. Chapitre 28. Le Tao Te Ching. Un bloc de bois non taillé est rempli d'un potentiel illimité. Mais une fois taillé, des distinctions ont été faites et des limites ont été créées. Revenir à votre véritable nature, c'est être comme un bloc non taillé ou comme un nourrisson. Vous n'êtes toujours pas impacté et êtes préservé de la socialisation et des jugements arbitraires. Le Tao Te Ching dit que nous devrions commencer à nous affiner en pratiquant l'art de la simplicité. Nous devrions retrancher ou réduire nos poursuites et accumulations mondaines et intellectuelles. Moins plutôt que plus nous relie au Tao et à notre véritable nature. Outre la simplicité, le taoïsme enseigne également le néant et le vide à travers le concept de Wu Wei. Wu est défini comme pas ou sans. Wei est ensuite défini comme faire. En traduisant littéralement le sens des deux mots, on obtient agir sur quelque chose. Dans le taoïsme, la phrase Wu Wei peut être interprétée comme signifiant agir mais ne pas posséder l'action. La signification de ne pas posséder l'action est simplement que l'on ne devrait pas être attaché au résultat de l'action. On devrait simplement agir sans penser à ce que cette action leur apportera. Cela signifie suivre le flux de la nature, sans effort. Plutôt que de lutter constamment contre les situations et de les contrôler, ce qui est contre nature et autodestructeur, il vaut mieux comprendre la vraie nature du Tao, se comporter de manière complètement naturelle et en harmonie avec l'ordre naturel des choses. Les maîtres taoïstes valorisaient la richesse intérieure plutôt que la richesse extérieure et les réalisations. On peut atteindre un haut rang dans une entreprise ou devenir riche et manquer toujours d'un cœur et d'un esprit calme. Pour certains, quoi qu'ils aient ou accomplissent, cela ne suffit jamais. Cette recherche éternelle du plus distrait, souvent notre appréciation pour ce que nous avons déjà. Nous sommes absorbés par la tentative d'obtenir le meilleur de tout dans la vie. Nous comparons et contrastons constamment. Si quelque chose ne correspond pas à nos normes, nous sommes alors insatisfaits du résultat. Mais voici ce qui est étrange mais vrai dans les tranchées quotidiennes de la vie. Il n'y a pas de telle chose que de ne pas adorer. Tout le monde adore. Le seul choix que nous ayons, c'est ce que nous adorons et la raison probablement la plus convaincante de choisir quelque chose de spirituel à adorer et que tout le reste que vous adorerez vous dévorera probablement. Si vous adorez l'argent et les choses, si c'est là que vous placez le véritable sens de la vie, alors vous n'en aurez jamais assez.
Adorez votre propre corps et votre beauté et votre séduction sexuelle, et vous vous sentirez toujours laid. Et lorsque le temps et l'âge commenceront à se montrer, vous mourrez 1 million de morts avant qu'ils ne vous plantent enfin. À un niveau, nous le savons déjà. Cela a été codifié en mythes, proverbes, clichés, épigrammes, paraboles. En d'autres termes, le squelette de chaque grande histoire. La véritable astuce est de garder la vérité en première ligne dans la conscience quotidienne. Adorer le pouvoir te conduira à te sentir faible et effrayé, et tu auras besoin de toujours plus de pouvoir sur les autres pour t'engourdir face à ta propre peur. Adorer ton intellect, être perçu comme intelligent, te conduira à te sentir stupide, un imposteur toujours sur le point d'être découvert. La chose insidieuse à propos de ces formes d'adoration n'est pas qu'elles sont mauvaises ou pécheresses, c'est qu'elles sont inconscientes. Ce sont des paramètres par défaut. Ce sont le genre d'adoration dans lequel tu glisses progressivement, jour après jour, devenant de plus en plus sélectif sur ce que tu vois et comment tu mesures la valeur sans être pleinement conscient que c'est ce que tu fais. Et le prétendu monde réel ne te découragera pas d'agir selon ton paramétrage par défaut. Car le prétendu monde réel des hommes, de l'argent et du pouvoir tourne gaiement avec le carburant de la peur, de la colère, de la frustration, de la convoitise et de l'adoration de soi. La pensée taoïste dit que nous devrions nous débarrasser de ces envies ou désirs de la vie. Lorsque nous nous limitons à nos plus grands désirs, nous sommes capables d'atteindre des moments de la plus pure simplicité. Conquérir les autres nécessite de la force. Se conquérir soi-même est une véritable force. Savoir ce qui est suffisant est une richesse. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir ce qui est suffisant. Il n'y a pas de plus grande faute que le désir de réussite. Par conséquent, savoir que suffisamment est suffisant est toujours suffisant. La leçon ici est que si nous nous concentrons sur le fait d'atteindre de plus en plus, nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà et qui nous sommes vraiment. Il est donc impératif que nous prenions le temps de cultiver un sentiment de contentement avec la façon dont les choses sont ici et maintenant. Voir les situations pour ce qu'elles sont, puis voir ce qui doit être changé, le cas échéant. Si quelque chose qui doit être changé peut l'être, il vaut la peine de prendre des mesures pour le faire. S'il ne peut pas être changé, la stratégie consiste à apprendre à s'adapter à cette situation. Pour le faire, conquiers-toi en t'acceptant et tu apprendras qu'en assez, c'est assez. La chose la plus douce au monde l'emporte sur la plus forte. Par conséquent, ceux qui voudraient être au-dessus doivent parler comme s'ils étaient en dessous. Ceux qui voudraient diriger doivent parler comme s'ils étaient derrière. Parce que le sage n'est pas contentieux, personne ne lutte contre lui. Chapitre 66. Tao Te Ching. Wang Tao a dit « 8 pieds d'eau peuvent en faire flotter un navire de 1000 tonnes ». Les maîtres taoïstes font souvent référence à la capacité de l'eau à user même des roches les plus dures. L'eau, étant douce et flexible, l'emporte sur le fort. Nous pouvons mettre cela à profit dans nos interactions quotidiennes. Lorsque quelqu'un cherche la bagarre, nous pouvons gagner en étant flexibles et doux, évitant ainsi le conflit. De plus, lorsque nous avons besoin de quelque chose de quelqu'un, quelle que soit notre position dans l'organisation, nous devons approcher cette personne avec humilité et d'un endroit de douceur et d'appréciation. Vise dans un bon endroit. Garde ton esprit profond. Traite bien les autres. Tiens parole. Établis des règles justes. Fais ce qu'il faut. Dans la recherche d'un esprit plus calme, nous devons encore nous occuper des aspects pratiques de la vie quotidienne. Le sage trouve l'équilibre entre le yin, qui est la quiétude, le repos et l'introspection, et le yang, qui est le mouvement, l'interaction et l'engagement dans les affaires mondaines. Travailler quand c'est le moment signifie également que l'on devrait travailler quand c'est nécessaire, mais aussi s'arrêter lorsque le travail est terminé. Beaucoup d'entre nous travaillent de très longues heures, certains par choix, d'autres non. Dans les deux cas, il y a un moment pour se reposer, et la clé d'un esprit et d'un corps sains
et de trouver le temps de se reposer après le travail, et ensuite reprendre le travail seulement après s'être reposé. Zhuangzi a écrit dans son livre éponyme que l'on devrait suivre son cœur et qu'agir en harmonie avec sa nature profitera à la société dans son ensemble. Nous faisons cela en n'étant rien de plus ni moins que nous-mêmes, qui nous sommes vraiment. Reconnaître notre position dans le monde, nos capacités et limitations, puis agir en conséquence, apportera le bonheur et la paix intérieure. Votre soutien me motive et m'inspire à créer toujours plus. J'apprécie vraiment chaque moment que nous partageons sur cette plateforme. Si ma chaîne peut apporter ne serait-ce qu'un petit moment de joie, de réflexion ou d'évasion dans votre vie, alors elle atteint son objectif. Merci du fond du cœur.